Bienvenue à tous sur l'antenne de Public Sénat. On refait la séance, le meilleur des questions d'actualité au gouvernement et les commentaires qui vont avec. Et le premier élément sonore que nous allons écouter ensemble, c'est celui de Manuel Valls. Vous allez l'entendre, le Premier ministre, qui s'en prend bien évidemment à la droite, qui accuse d'augmenter les impôts contre les dotations de baisse aux communes. Écoutez. Au-delà des faux débats, il faut venir avec des contre-projets, des contre-arguments. Pour redresser les finances du pays, vous proposez, en tout cas l'UMP, de baisser les déficits de 100 à 150 milliards d'euros. En tout cas, c'est ce que propose Nicolas Sarkozy. Il proposait même, pendant la campagne de 2012, de baisser les finances des communes de 10 milliards d'euros. Et en même temps, vous nous expliquez que c'est trop ce que nous sommes en train de faire dans le domaine des collectivités territoriales. Il faut que vous expliquiez devant les Français combien de postes d'enseignants vous voulez supprimer. Il faut que vous expliquiez devant les Français combien de postes de militaires vous voulez supprimer. Il faut que vous expliquiez devant les Français combien de policiers et de gendarmes vous voulez supprimer. Il faut que vous expliquiez devant les Français combien de services publics dans les départements ruraux vous voulez supprimer. Au lieu de faire une campagne démagogique sur ce sujet-là, dites, Monsieur Bizet, vous et vos amis, enfin la vérité sur votre programme en matière de réduction des déficits publics. Voilà pour l'édition du Premier ministre, évidemment on en discutera un petit peu plus tard dans cette émission avec de nombreux invités. En attendant, le ministre de l'économie est avec nous, de l'industrie et du numérique. Merci Emmanuel Macron de nous rejoindre. Votre texte est en discussion actuellement ici au Sénat. Est-ce que vous qui aimez aller assez vite, assez loin, assez fort, vous ne trouvez pas un petit peu le temps long? Non, pas du tout. D'abord parce que nous avons des débats riches, nourris. Ils sont importants. Ils permettent d'éclairer un texte sous tous ses aspects. Donc ils permettent d'ailleurs de faire un meilleur texte. Parce que je crois qu'on a pu corriger des éléments qui sont parfois des éléments de droit. Écoutez, on ne partage pas tout. La sensibilité, la majorité sénatoriale, on l'a entendu, on l'a vu. Pas échappé, n'est pas forcément la majorité gouvernementale, mais je crois que ça se fait dans un esprit vraiment de construction. Et il y a beaucoup de choses. Ce matin, on a eu une très longue et belle discussion sur justement la couverture mobile et fixe de notre pays, qui est un sujet essentiel sur le plan économique comme sur le plan politique. Et il y avait un très fort consensus. Et là, on a enrichi le texte. Et je crois que la discussion qu'on a pu avoir ce matin et les votes qui en sont sortis, ce sont la preuve en quelque sorte que cette discussion est utile. Juste une question de programme, vous espérez un vote à partir de quand? Un vote ici au Sénat? On dit à partir du 6 mai. Il est programmé le 6 mai, mais après, vous savez, les conférences des présidents prendront les dispositions utiles s'il fallait légèrement décaler. Tout ça n'est pas grave. C'était juste une question, savoir un petit peu comment ça allait se passer. Maintenant, je voudrais rentrer un petit peu plus dans le fond. Vous allez examiner tard dans la nuit ou peut-être demain matin un article très important qui est l'article 35. Sans être spécialiste, sans être trop technique pour les téléspectateurs, il s'agit simplement de donner une sorte de coup de pouce de l'État aux entreprises qui veulent investir. C'est bien cela. Est-ce que pour vous, ce serait l'élément un peu le plus phare de votre texte? J'ai coutume de dire que si la croissance ou l'activité en France pouvait repartir avec une mesure, je pense que collectivement, nous l'aurions vu depuis bien longtemps et nous l'aurions prise. Je crois que c'est donc une série de mesures et c'est surtout à tous les secteurs qu'il faut s'attacher. Et donc je crois que ce texte a cette pluralité, cette richesse qui en fait la force. Mais cette mesure, qui est une mesure de suramortissement de l'investissement productif des entreprises, qui permet quand on investit 100 dans une machine, dans un logiciel, dans un élément qui est nécessaire pour produire mieux, plus ou pour renouveler votre matériel, quand vous investissez 100, vous pouvez déduire 140 de vos impôts. Donc c'est un vrai coup de pouce fiscal pour inciter à investir. Pourquoi? Parce que notre économie en a besoin et c'est un élément pour accélérer la reprise. Cette mesure, elle est très importante pour notre économie à court terme, à moyen terme. C'est un accompagnement conjoncturel, un élément d'accélération pour notre économie, mais il fait partie de cet ensemble et il prend pleinement sa part dans ce deuxième titre de la loi qui s'appelle Investir. Alors justement, cet article, il vient un petit peu plus tard, c'était pas prévu dans la loi, ça vient après les annonces du Premier ministre. Tout à fait. Annonce qui était aussi, on imagine, un petit peu poussée par Martine Aubry. Est-ce qu'on peut dire que vous avez été là un petit peu poussé par votre gauche, par votre aile gauche? Non, vous savez, si vous regardez bien mes déclarations, ça fait bien longtemps que je dis qu'il faut relancer l'investissement privé. Oui. D'abord, je ne mettrai pas de politique inutilement dans cette affaire. Cet article est passé hier en commission spéciale. Il a fait l'objet d'un vote unanime. Ce qui montre à quel point il y a un consensus politique. Ce n'est pas une mesure de gauche ou de droite. C'est une mesure de bon sens et d'efficacité économique. Et donc, ça fait plusieurs mois que dès que je m'exprime, je dis que ce dont notre économie a besoin, c'est d'une relance de l'investissement. L'investissement, on le relancera en ayant une politique claire et stable sur le plan macroéconomique.
c'est le pacte de responsabilité. En faisant les réformes, en modernisant notre économie, c'est l'ensemble des mesures qu'on prend et ce que cette loi porte. Et puis, il fallait quelques coups de pouce. Ce suramortissement fiscal Il en fait partie. Vous imaginez une loi votée à partir de quand il y aura la deuxième lecture à l'Assemblée nationale? Tiens d'ailleurs, est-ce que vous imaginez échapper au 49.3 à l'Assemblée? Vous savez, moi je pars toujours dans le débat parlementaire avec la volonté de convaincre, d'enrichir. Donc je ne suis jamais parti avec la volonté de passer en force. Donc le débat aura lieu ici, il y aura une nouvelle lecture en effet à l'Assemblée puis au Sénat, et je pense qu'on aura le vote final d'ici l'été. Les décrets sont prêts? Les décrets sont en train d'être préparés. Il faudra combien de temps pour que votre loi, qui est toutes les mesures, un symbole, puisse être appliquée, qu'on voit les premiers effets? Écoutez, moi ma volonté c'est que toutes les mesures qui sont d'application directe puissent l'être donc dès l'été. Les décrets les plus importants qui sont de mon ressort sont en train d'être préparés pour que, entre l'été et le début de l'automne, on puisse voir entrer en application cette loi. Et j'ai pris l'engagement que d'ici la fin de l'année, tous les décrets seraient pris. Deuxième question, on va aller un petit peu sur un autre débat. Vous savez, vous êtes beaucoup exprimé, notamment sur le rachat par Nokia d'une entreprise française, Alcatel-Lucent. Est-ce que, quelque part, est-ce que vous estimez que vous avez fait preuve de patriotisme économique dans ce rachat? Écoutez, je pense qu'on a fait preuve de ce que j'appelle le volontarisme lucide. Quelle est la situation d'Alcatel? C'est une entreprise franco-américaine, rapprochement d'Alcatel et Lucent, très fragilisée depuis de nombreuses années sur les marchés, qui n'était pas en capacité de prendre le tournant de la 5G et des investissements nécessaires, et qui sortait d'une période de grande fragilité financière, puisque rappelez-vous, il y a un peu plus de 18 mois, elle avait dû gager toute sa propriété intellectuelle pour un prêt de très court terme fait par Goldman Sachs. Donc entreprise fragile. Face à des géants chinois comme Huawei, Alcatel-Lucent n'était pas capable de rebondir. Et donc là, nous avons accepté, nous sommes en train de finir les négociations, mais nous avons accompagné l'entreprise dans une volonté de rapprochement européen avec Nokia, qui est une entreprise finlandaise. Qu'est-ce que ça permet de faire? Oui, après, j'ai une question sur les salariés, bien entendu. Eh bien, je vais tout de suite vous répondre, parce que c'est ça la clé de ma préoccupation. Bien sûr. Ce n'est pas d'avoir un fanion français. Vous savez, regardez la réalité aujourd'hui d'Alcatel-Lucent. Le patron, depuis 18 mois, est un Français, Michel Combes. Avant lui, c'était M. Vermeyer, vous ne le connaissiez sans doute pas, il n'était pas français. La quasi-totalité des N-1 sont déjà des étrangers. La quasi-totalité des patrons des différentes lignes de production sont à l'étranger. Donc Alcatel-Lucent n'est plus une entreprise qui est totalement française. Mais ce que nous voulions faire, ma priorité, c'était que la recherche et développement, que ce qui est le cœur de la valeur de cette entreprise, c'est-à-dire les sites de Lannion, de Villarceau, qui sont les deux grands sites productifs d'Alcatel-Lucent, soit maintenu. L'engagement que nous avons eu de Nokia, l'engagement que Nokia a donné pour qu'on puisse avancer dans cette opération qui était la clé pour nous, c'est qu'il n'y aura pas de baisse de l'emploi en France en totalité et qu'il y aura même un réinvestissement et des réembauches sur les sites de Lannion et de Villarceau. Donc vous pouvez rassurer les salariés aujourd'hui? Je peux rassurer les salariés aujourd'hui et je peux même dire que la France sera le centre d'excellence en innovation, recherche et développement mondial du nouveau groupe. Ce sera le centre d'excellence mondial en matière de télécommunication de ce nouveau groupe, où on fera la 5G, la cybersécurité et ce qu'on appelle les small cells. Emmanuel Macron, vous connaissez Bruno Retailleau, le patron du groupe UMP ici au Sénat. Merci de nous rejoindre. Je termine une petite question avec Emmanuel Macron. Évidemment, si vous voulez poser une question? Non, mais écoutez, il a une coiffure qui est toute fraîche. Et donc, vraiment, c'est important de lui poser les questions. Il est là pour ça, il va vous répondre. D'accord. Bon, il faut dire pour que je pose, oui, vous voulez que je lui pose une question parce qu'on n'avait pas bien compris. Nous passons notre vie ensemble avec Bruno Retailleau. C'est pour ça qu'il a pu mesurer dans l'hémicycle uniquement. Hein. Que j'avais pu aller chez le coiffeur à l'heure de la pause méridienne. Vous avez eu le temps, c'est bien. Question sur Google. On a vu que le Parlement européen s'est saisi de la question. Au Sénat aussi. Vous n'avez pas soutenu l'amendement qui était prononcé par le Sénat. Est-ce que vous attendez des sanctions du Parlement contre Google? Non, j'ai dit que je soutenais fortement l'initiative qui était prise par le Sénat, que je demandais plutôt un retrait. Sinon, j'avais un avis défavorable en effet. L'amendement, pourquoi? C'est un soutien prudent. Hein. Non, c'est un vrai soutien, vous le savez, Bruno Retailleau. Pas de fausse politique entre nous deux. Parce que la France a constamment, le gouvernement constamment, a poussé justement la bataille contre Google au niveau européen. Le bon niveau, c'est le bon niveau européen. C'est ce que nous avons fait avec plusieurs acteurs de l'Internet français. La Commission, et je m'en félicite, j'ai vu 2 jours après son arrivée, la commissaire européenne en charge du sujet, elle a pris les sanctions. L'amendement qui était porté ce matin ne marchera pas juridiquement. Donc c'est pour ça que j'étais réticent. La volonté est là, donc je suis totalement en sympathie intellectuelle. L'amendement n'est pas efficace sur le plan du droit et je préfère avoir des armes efficaces. Et donc l'Europe doit nous aider à nous battre contre Google sur le plan de la concurrence et des opérateurs.
Nous devons, nous, protéger le droit des utilisateurs. C'est ce que le gouvernement a déjà pris par une loi l'année dernière. C'est ce que je me suis engagé à renforcer, ce que j'ai déjà renforcé par les contrôles. C'est ça les bons instruments. Dernière toute petite question, il y a un fleuron français qui s'appelle Renault. L'État est rentré un petit peu plus, avec un peu plus d'argent chez Renault. Ça se joue aujourd'hui. Est-ce que vous avez un problème avec Carlos Ghosn? Pas du tout. D'accord. Carlos Ghosn a la pleine confiance du gouvernement. Sa stratégie, nous la soutenons. Nous sommes à ses côtés. Simplement, le gouvernement a fait voter une loi sur les droits de vote double qui existe dans de nombreux pays, la Suède pour ne citer qu'elle, et beaucoup d'autres. D'autres opérateurs, d'ailleurs, d'autres actionnaires défendent ces droits de vote double. Je vois M. Bolloré dans le groupe Vivendi, je vois les Donc choix c'est qui ont normal. été faits par Veolia. Et donc, nous avons simplement décidé de défendre nos droits. Et pour avoir une minorité qui empêche de vraiment contrevenir à cette loi, nous avons décidé d'acheter quelques actions qui seront revendues dès après l'Assemblée générale. Peut-être d'un mot de Bruno Retailleau, puis évidemment, je vous laisse retourner dans l'hémicycle. Un mot sur l'amendement sur Internet et sur Google. C'est un amendement que j'avais co-signé avec Catherine Morin-Desailly. C'est un amendement, effectivement, qui n'emporte pas de conséquences juridiques particulières, mais il est extrêmement important parce qu'il a d'ailleurs été voté à la quasi-unanimité. On a besoin d'une volonté politique. Il a fallu 5 années à la commission bruxelloise pour commencer à bouger. Encore, on ne sait pas si après la communication des griefs, on ira au-delà. On ne peut pas supporter qu'un moteur de recherche totalise pratiquement, en monopolisant 90% du marché sur cette dimension-là, mette en avant régulièrement ses propres offres de services et en plus aujourd'hui a un projet qui est un peu inquiétant qu'on appelle le transhumanisme, une sorte de dépassement de l'homme par la technologie. Alors on ne rigole plus du tout, je pense que c'est très inquiétant, je pense que tous les citoyens européens doivent se mobiliser et j'espère que le gouvernement et au-delà, les autorités de Bruxelles feront preuve de fermeté. On ne peut pas être ferme Monsieur vis-à-vis Retailleau, des entreprises françaises on nous et attend être pour faible reprendre. vis-à-vis des grands groupes étrangers. Je pense que américains. Monsieur le Ministre a compris. On nous attend évidemment pour Non retourner dans seulement j'ai l'hémicycle pour la compris, mais reprise. je veux bien dire que ce sujet est un sujet important. Il fait l'objet de discussions depuis 2012 Voilà. avec les autorités américaines. Il fait l'objet d'une attention constante de la France dans sa politique du numérique, dans sa stratégie européenne. Et donc, c'est cette politique, je crois, que Bruxelles aussi a entendue. C'est celle que nous continuerons à relayer, avec d'ailleurs nos partenaires allemands, parce que c'est là que c'est efficace. Et en France, nous continuerons à renforcer la protection des utilisateurs, parce que c'est par ce biais-là qu'en France, nous serons efficaces, parce qu'en effet, les projets des grandes plateformes aujourd'hui doivent être régulés, mieux régulés. Merci Monsieur le Ministre. Et vous attendre. Allez-y, on Bon après-midi. vous attendre pour reprendre dans l'hémicycle. Bruno Retailleau, vous restez quelques minutes encore avec nous. On va évidemment reprendre notre débat sur un peu plus de politique, sur les impôts locaux notamment. Écoutez ce que disait le Premier ministre à l'instant dans l'hémicycle. Et quant à ceux qui expliquent qu'ils augmentent les impôts locaux à cause de la baisse des dotations, je leur demande d'aller voir l'exemple de Toulouse. Quand on va devant les électeurs en leur disant qu'on ne va pas augmenter les impôts pour obtenir leur suffrage et qu'on fait le contraire un an après, c'est mentir. Assumez vos responsabilités dans vos communes devant les électeurs. Cette dynamique de redressement des comptes publics va se poursuivre et elle suivra un rythme qui ne remet pas en cause la reprise de la croissance. Car notre priorité, c'est de préparer l'avenir, c'est de lutter contre les inégalités, c'est de tout faire pour la croissance et pour l'emploi. Et c'est pour cela que nous avons décidé de conforter le pouvoir d'achat des ménages. La baisse de l'impôt sur le revenu que nous avons décidé l'année dernière concernera à la rentrée 9 millions de ménages. Ne laissez pas croire un seul instant que les impôts augmentent à cause de nous, c'est à cause aujourd'hui de l'opposition, alors que nous allons les baisser au niveau national. C'est pour cela, bien sûr, que nous avons mis en œuvre des politiques de soutien aux entreprises. Alors, nous reprenons notre débat sur ce plateau. Frédérique Espagnac, sénatrice socialiste, nous a rejoint. Bruno Retailleau, président du groupe UMP, est avec nous également. Sur ces impôts locaux, Bruno Retailleau, tout ce qui est en cause, c'est la fameuse dotation de l'État pour les communes. C'est pour cela que des villes UMP, pas que, augmentent les impôts. Non, je pourrais vous citer un certain nombre d'exemples, au moins une dizaine. Je crois que vous allez me citer Lille, par exemple. Je fais, c'est vous qui le faites, ça me Je permet de ne pas répondrai le faire. parce que les annonces de Lille, et je vais même me dire de Je Lyon, fais- avaient été faites au préalable pendant la campagne. Bruno Les Retailleau et socialistes. après Frédérique Espagnac. Non, je fais. Ce qui ne me choque pas, c'est que les collectivités soient associées à un rythme qui doit être le bon rythme, et là on est sur un rythme beaucoup trop brutal, à l'effort collectif de la nation, à l'effort aussi des Français. Ça ne me choque pas. Je fais 2 reproches au gouvernement. Le premier reproche, c'est la contradiction
on ne peut pas à la fois demander aux collectivités de faire des économies et leur mettre sur le dos, c'est-à-dire se défausser les rythmes scolaires qui coûtent de l'argent et bien d'autres dépenses. J'étais président de conseil général et je pourrais vous en faire une liste aussi. Il y a là encore une cohérence. Et là, il y a une contradiction. Et le second reproche, qui est aussi important, c'est qu'on voit bien que la proportion demandée comme effort aux collectivités est sans aucun rapport avec la part dans la dette nationale des collectivités. En Et clair, vous avez le promis pendant gouvernement, les élections municipales que vous n'augmenterez pas les impôts. en clair, le gouvernement se défausse à nouveau en recettes et en dépenses, malheureusement, sur les collectivités. Et je pense que ces deux reproches, il faut les écouter, quels que soient d'ailleurs les élus de droite et de gauche. Frédéric Il y a aussi Espagnac. des élus de gauche qui tiennent le même discours que celui que je vous C'est tiens pas faux. On l'a entendu. Frédéric Espagnac, Les élus de peut-être la gauche, réponse à les Bruno élus- Retailleau. Il y a les élus de gauche et les élus de droite. Peut-être faire un rectificatif sur ce que je disais tout à l'heure. C'est qu'il y a quand même des élus de gauche qui ont assumé et qui assument régulièrement le fait de dire en début de mandat, on fera une augmentation. C'est le cas de Gérard Collomb qui le fait en systématique. Ça a été le cas de Martine Aubry. Bon, maintenant, au-delà de la polémique, parce que c'est pas ça, et en général, tous les deux, on n'est pas là-dessus, la question, elle est assez simple. C'est de se dire, il faut faire un constat. Bien sûr que les collectivités locales, notamment les conseils généraux, ont beaucoup dépensé. Pourquoi? Parce que l'accompagnement social a été très fort et la nécessité de le faire sur le territoire a été indispensable. Donc ça, c'est une réalité. Après, néanmoins, aujourd'hui, dans la question du fonctionnement de ces collectivités, on doit tous faire des efforts, puisque indéniablement, il faut garder l'investissement, mais dans le fonctionnement, aujourd'hui, on voit bien que des excès Et on ont a été faits. l'impression quand même que, sempiternelle question du matraquage fiscal qui revient, c'est un peu là-dessus que vous voulez jouer. Le gouvernement dit nous avons abaissé un petit peu les impôts de certaines personnes en France et vous les attaquez sur autre chose. On est dans la politique. Écoutez, non, politicienne. essayons justement. Alors, pour une fois, Essayons d'aller je pense un petit que peu plus loin. On peut le faire Voilà. ensemble. On peut le Voilà, faire tout ensemble. à fait. Est-ce qu'on ne pourrait pas, proposition, inscrire dans la Constitution quelque chose que tous les Français, au-delà des clivages partisans, peuvent comprendre? Celui qui décide paye. Celui qui décide paye. Celui qui décide des rythmes scolaires paye. Celui qui décide d'augmenter sur le RSA, etc., paye. C'est ça un principe de responsabilité. Et moi, je l'ai dit au gouvernement de droite, comme je le dis aujourd'hui au gouvernement de gauche, je pense que tant qu'en France, il y a une défausse des uns sur les autres, on brouille les cartes et on est dans le jeu politicien. Moi, je dis oui pour que les collectivités fassent des efforts. Mon département a été un des 5 ou 6 départements cités dans le rapport de la Cour des comptes qui était très critique avec les collectivités pour avoir précisément tenu les dépenses personnelles. C'est difficile. Mon département, je l'ai fait, donc je sais comment faire. Il faut beaucoup de volonté. Ce que j'attends aussi des uns des autres, c'est le principe de responsabilité. Oui, il y a des économies, mais non à la défausse perpétuelle. On charge la mule sur le dos des collectivités locales. Est-ce que vous avez quelque chose à apporter avant qu'on change de thème? Oui, juste en parlant de département, le mien en l'occurrence était aussi classé numéro 7, donc on est plutôt dans une C'est bonne... pas la Corrèze alors. Non, c'est pas la Corrèze, mais de toute façon, c'était les Pyrénées-Atlantiques. Donc rendre hommage à ça, dire aussi, en effet, que les investissements, dans la période actuelle, 75% de l'investissement public indispensable aujourd'hui sur l'emploi local. Néanmoins, revenir s'il y a aujourd'hui des demandes d'efforts sur ces collectivités locales, il y a aussi, on ne le dit pas, un accompagnement de l'État sur la DETR, notamment pour les territoires ruraux. Moi, je vois par exemple sur mon département une augmentation de dotation de 7 millions, on passe à 9 millions. Donc il y a aussi des signes qui sont faits. Il faut savoir le dire, on ne le dit pas. C'est sans commune mesure avec la baisse des dotations. Peut-être. Vous Donc- le savez, c'est une habileté. Ça peut Non, Pas non, trop non, technique sur non. les termes, On évidemment. va rester simple. Enfin, en tout cas, je crois que le Premier ministre a fait une annonce tout à l'heure qui mérite d'être vérifiée, et en tout cas d'écouter Ah. en mai pour les collectivités On la locales. vérifiera. Des propos, Oui, des il y a des annonces qui doivent être faites Tout à fait. mi-mai Ah ça, pour les annonces, il collectivités. n'y a pas de problème. Non, mais en général, quand le Ah, Premier si les ministre, annonces annonces sur c'était l'investissement en, public-privé, en ça euros vous laisse trébuchants, mais Bruno on courrait Retailleau. sous les euros s'il en suffisait l'occurrence, d'annonces. quand le Premier ministre le fait, il le tient. Je crois qu'on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais indéniablement pas ça. Allez, il nous reste 2 petites minutes sur ce débat. François Hollande, dimanche, il tient une grande émission de télé sur une chaîne privée. Oui. C'est pour souffler un peu après ces 3 ans à la présidence de l'Élysée. Qu'est-ce que vous allez faire pendant 2 ans qui restent là? Ça va être quoi le message? Écoutez, il y a déjà pas mal de choses qui ont été faites, et je crois qu'on le sait Oui, pas bah, voyons un petit peu suffisamment. plus loin. D'accord. Première chose. Deuxièmement, je crois que le message de dimanche est important. C'est un message notamment par rapport à la jeunesse et à un certain nombre de priorités et de perspectives sur les 2 ans, en l'occurrence, puisque je vous rappelle que c'était une de ses priorités. Donc je crois que le message, en tout cas de dimanche, et les propositions qu'il fera sera importante. Et puis, je crois qu'en effet, on a 2 ans pour finir de construire. On l'avait dit, il l'avait annoncé. On n'aura que 3 ans difficiles et 2 ans où il relâcherait sur un certain nombre de choses en faisant des propositions concrètes. En l'occurrence, c'est ce qui se passera. Et vous, pendant 2 ans, vous allez faire quoi?
Écoutez, il a raté ses 3 premières années. Il n'est jamais trop tard pour réussir. Je lui demande de se reprendre. Il a une fenêtre de tir. Elle est exceptionnelle. L'alignement astral, vous savez, avec l'euro peu cher, avec des taux d'intérêt qui sont très très bas, avec le pétrole qui est très peu cher. Il faut en profiter pour enfin faire des réformes qui seront des réformes profondes. C'est ce que je lui demande et je suis prêt à cette condition-là, s'il se lance dans des réformes structurelles pour la France, à soutenir l'effort, parce que c'est un effort pour tous les Français et je lui demande justement d'avoir le courage de faire les bonnes réformes pour les Français. C'est ce qu'il fait. Merci Bruno Retailleau, président du groupe UMP. On vous appelle déjà les Républicains ou pas? Non, pas aujourd'hui, en tout cas, aux questions. Ça va venir? On verra, on verra. Vous savez, je vais vous dire, j'ai toujours considéré que ce qui était important dans un mouvement politique, C'est les hommes et les femmes. ce sont, au-delà le nom. des hommes et des femmes, ce sont les idées et les projets. Bon, Voilà. ça va. Merci beaucoup. Merci Frédéric Espagnac. Merci à vous. Merci Bruno Retailleau. Je vous propose d'écouter à présent Jean-Marie Le Guen qui lui aussi est revenu sur les questions économiques au cœur de ce gouvernement. La seule redistribution qui compte pour moi, c'est celle de l'emploi. Voilà, on a un niveau d'emploi qui est inacceptable. On a par ailleurs un pouvoir d'achat, je le signale. Nous sommes un des rares pays occidentaux et c'est la première fois depuis des années et des années que nous avons un pouvoir d'achat qui va croître de 1,5%. Regardez les statistiques qui sont données et arrêtons d'être dans ce discours, pas vous bien sûr, mais un certain nombre de gens qui viennent systématiquement nous parler de problèmes de pouvoir d'achat alors que nous sommes, et d'austérité éventuellement, alors que nous sommes dans un pays où le pouvoir d'achat croît. Voilà, on va ouvrir une autre page de débat, évidemment, aussi sur l'économie, mais on va aussi parler du droit d'asile. Et avec nous, Éliane Assassi, présidente du groupe communiste ici au Sénat. Face à vous, François-Noël Buffet, sénateur UMP du Rhône. Vous avez beaucoup travaillé sur le droit d'asile, on va y venir. Juste quelques petites minutes sur l'économie, par exemple sur la loi Macron. Je sais que le groupe communiste a voulu s'exprimer fortement aujourd'hui. Quelle va être votre position sur cette fameuse loi Macron? Vous avez le micro. Oh, écoutez, je crois qu'on ne va surprendre personne en disant que ce texte ne nous convient pas, tant sur la forme que sur le fond, sur la façon aussi dont est orchestré le débat au Sénat. Donc voilà, il y a, enfin, en tout cas, moi je me satisfais qu'au Sénat il y a un vrai débat, un débat de fond, et j'imagine qu'un certain nombre d'élus découvrent le texte, ce qui les amène à intervenir longuement sur des sujets qui sont tout aussi important. On n'a pas encore abordé le travail du dimanche, mais on va y venir. Mais par exemple, sur les professions réglementées, je pense qu'il y a eu un débat très intéressant. François-Noël Buffet, par exemple, sur cet article 35, j'en parlais tout à l'heure avec le ministre Emmanuel Macron, qui va aider, un petit coup de pouce pour les entreprises qui veulent investir. C'est quelque chose que vous pourriez voter, vous, à l'UMP? Écoutez, tout Le dépend. ministre parlait d'unanimité. Nous allons voir quelle sera la proposition précise qui sera faite par ce gouvernement. Mais l'enjeu, c'est l'ensemble du texte. C'est de savoir si Des symboles quand même dans un si ce texte soi-disant exceptionnel pour relancer l'économie est à la hauteur de l'efficacité qu'il veut bien dire. Un débat se fait ici. Que restera-t-il du texte et des améliorations peut-être que le Sénat aura apportées après qu'il aille ou il retourne à l'Assemblée nationale. Donc c'est ça l'enjeu, c'est quel est le point final et c'est dans ces conditions-là qu'on appréciera. Alors vous êtes tous les deux membres de la commission des lois ici au Sénat. On a beaucoup parlé du droit d'asile. Vous avez fait un rapport sur ce droit d'asile ici au Sénat. La commission des lois a examiné donc la demande de discussion qui doit arriver dans l'hémicycle d'ici peu de temps. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui va se passer? Est-ce que vous demandez toujours à ce que cette discussion soit reportée et pour quelles raisons? François-Noël Buffet. Ce que j'ai demandé à la commission des lois de reporter la présentation de mon rapport. C'était hier parce que, à la faveur des éléments portés à la connaissance du public par la Cour des comptes en début de semaine, il nous paraît utile et absolument nécessaire de pouvoir entendre les magistrats de la Cour des comptes sur le rapport qu'ils ont rendu, de manière à pouvoir compléter utilement ce dossier. C'est ce texte qui est un texte extrêmement important, qui viendra en séance au début du mois de mai. On attend de savoir la date précise, mais là, c'est moins l'enjeu que d'auditionner les magistrats de la Cour des comptes. Parce que finalement, on se rend compte dans ce rapport, Éliane Assassi, vous allez nous dire qu'on est au bord du gouffre, au bord de l'asphyxie. C'est ce que dit la Cour des comptes. Mais non, ça, je ne peux pas accepter les remarques qui ont fuité. Oui, mais attendez, c'est pas parce que la Cour des comptes dit quelque chose qu'elle a raison. D'autant qu'on n'arrête pas de nous dire qu'en fait ce rapport n'existe pas.
Mais bon, il n'en demeure pas moins que des éléments ont fuité. Et donc, il faut que nous arrêtions de confondre d'une part immigration et asile. Et moi, je le dis avec force, la France n'accueille pas toute la misère du monde. Loin de là, elle est loin derrière d'autres pays Les chiffres sont en Europe. baisse en 2014. Voilà, les chiffres sont en baisse en 2014, alors qu'il y a des conflits dans des pays d'Afrique, dans des pays du Proche-Orient, etc. Et que, évidemment, des centaines de milliers de personnes subissent des violences. Et donc, une ambition, c'est celle de fuir ces violences. Et bien évidemment, on les retrouve comme demandeurs d'asile dans notre pays, mais pas plus que dans d'autres pays Ce sont eux européens. les demandeurs d'asile, François-Noël Buffet. Le problème est simple. Entre 2007 et 2014, la demande d'asile est passée de 35 000 à 65 000 demandes. Que de 2013 à 2014 sur les pays européens, c'est plus de 44% d'augmentation, avec des procédures qui durent entre 18 mois et 2 ans, ce qui est naturellement beaucoup trop long. En conséquence de quoi, on accorde l'asile à 20 000 personnes à peu près par an. Et 20 000, c'est le chiffre officiel. Et 40 000 sont déboutés du droit d'asile et restent sur le territoire national, puisque seulement 1%, dit la Cour des comptes, c'est ce que l'on doit vérifier, sont effectivement reconduits dans leur pays d'origine. Donc toute la problématique, quelle est-elle? C'est que pour celui qui a besoin d'obtenir une protection, et donc d'obtenir le statut de réfugié, le délai d'attente est beaucoup trop long. Et que ce délai qu'il y a dans votre rapport, bien sûr, et que ce délai qui est beaucoup trop long permet aussi à ceux qui veulent faire venir sur notre territoire les étrangers pour d'autres raisons d'utiliser cette filière-là. Il faut arrêter cela. Dans le rapport que vous avez peut-être vu, entreaperçu, je ne sais pas, quelque chose à reprocher? Je pense qu'il y a des choses sur lesquelles on peut être d'accord sur l'idée de réduire les délais, etc. Je pense que ça, là-dessus, il y a unanimité. Après, il faut rentrer plus avant dans le texte et remarquer qu'il y a un certain nombre de choses qui, en tout cas, nous, ne nous conviennent pas. Moi, j'ai reçu les associations qui travaillent spécifiquement sur la question d'asile et il y a des sujets comme les droits des demandeurs d'asile qui peuvent être niés, on a les problèmes d'hébergement, enfin bon bref, il y a tout un panel de problèmes qui existent encore dans ce texte et donc nous attendons avec impatience le débat parlementaire dans de bonnes conditions pour approfondir ce débat et essayer d'apporter des réponses concrètes à de vraies questions. Je rappelle quand même qu'on parle de gens et qu'il y a eu encore des centaines de morts il y a quelques jours en pleine Méditerranée. Ce sont des gens qui ont fui des persécutions dans leur pays. Je crois qu'il y a deux choses à avoir bien en tête. L'asile, ce n'est pas la politique d'immigration, ça n'a rien à voir. C'est la protection individuelle de gens menacés dans leur pays, première chose. Deuxième chose, la procédure doit être rapide, et tout le monde est d'accord là-dessus, pour faire bénéficier de cette protection ceux qui en ont besoin. Troisième chose, il faut éviter à tout prix de créer chaque année 40 000 déboutés qui rentrent dans le statut de l'immigration clandestine. Parce qu'après, ils sont sur le territoire, on ne sait pas. Bien sûr, ils rentrent dans le statut de l'immigration clandestine et c'est une catastrophe. Donc le premier enjeu, c'est un constat qui soit partagé. C'est ce que je souhaite comme rapporteur. Après, évidemment, sur les mesures que l'on va proposer, il y aura sans doute des discussions et des divergences. Mais l'objectif, il faut aller à cette simplification, à ces délais courts et au fait de ne pas produire des gens en situation irrégulière de par le système lui-même. Un petit mot, ce sera le mot de conclusion, Anastasie, sur ce thème. Réduire les délais, oui, renier les droits, non. Juste d'un mot, vous allez auditionner les membres de la Cour des comptes? Je souhaite pouvoir auditionner les membres de la Cour des comptes, compte tenu des éléments qui ont été portés à la réponse. Pour l'instant, je n'ai pas de réponse. D'accord, ça c'est une réponse. Merci en tout cas, Éliane Assassi, d'avoir répondu à nos questions. François-Noël Buffet, merci beaucoup. Bonne suite des programmes à tous, merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur les chaînes parlementaires. À très bientôt.